Bonjour et bienvenue pour ce dernier webinaire de l'année 2015 sur les mardis de l'accompagnement de l'emploi associatif. Ce webinaire est consacré aux déterminants de la qualité de vie au travail dans l'ESS et il vous est proposé par le collectif PMAE qui est composé de l'association AVIV, la mutuelle Corum, le CNCREF, le mouvement associatif, le réseau national des maisons des associations et l'Union des employeurs de l'économie sociale. Donc, ce collectif petites et moyennes associations employeuses a, durant l'année 2015, vous a proposé 5 webinaires. Nous sommes aujourd'hui au dernier webinaire et j'ai la lourde charge d'animer ce dernier webinaire. Je suis Marion Boileau et je suis chargée de mission économie et emploi au mouvement associatif. Et nos intervenants pour ce webinaire sont Marine Boyer, qui est chargée de projet ressources humaines FIDES Mutuelle Corum. Ensuite, Magali Ollier, qui est chargée de mission prévention et santé au travail FIDES Mutuelle Corum aussi. Et à distance, nous avons Laura Samut Faradoni, qui est chargée de mission à la mission locale de Reims, donc qui est en direct de Reims par téléphone. Et par rapport à l'organisation de ce webinaire, si vous avez un quelconque problème technique, vous pouvez le signaler par le chat. Vous avez un module chat sur votre droite de l'écran. Vous pouvez aussi poser des questions durant le webinaire auxquelles nous tâcherons de répondre. Vous pouvez aussi utiliser le module de l'écran pour les webcams, pour agrandir et diminuer les intervenants pour voir en plein écran les gens intervenir. Alors, en introduction, par rapport à cet enjeu de qualité de vie au travail, je vais demander à Marine Boyer de me dire en quelques mots les enjeux de ce webinaire. Pourquoi est-il intéressant aujourd'hui de parler de cet enjeu de la qualité de vie au travail? Bonjour à tous, donc je suis Marine Boyer, pas Tony Moisan tel que c'est affiché. Ce webinaire aujourd'hui, on le propose parce que le secteur associatif connaît de profondes mutations, l'environnement socio-économique évolue, le travail évolue, et donc il est important de s'interroger sur la qualité de vie au travail au sein des associations. Et pour ce faire, nous, on va se fonder sur les résultats du baromètre qu'a réalisé la mutuelle Corum sur la qualité de vie au travail dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire, à travers deux grands temps. Donc un premier temps qui traitera des éléments de compréhension par rapport à la définition de la qualité de vie au travail, par rapport aux enjeux de la qualité de vie au travail. On abordera aussi la question du ressenti des salariés et des dirigeants sur la qualité de vie au travail. Et enfin, des points forts et des axes d'amélioration sont dégagés par une analyse de statistiques plus poussée qui nous permettent, dans un second temps, d'aborder les pistes d'action pour améliorer la qualité de vie au travail à travers un deuxième grand temps qui sera plutôt de l'ordre de l'accompagnement. Une précision juste à ce stade, il se peut que j'utilise beaucoup le terme QVT. Alors, en fait, QVT, c'est le sigle pour qualité de vie au travail, donc je m'excuse par avance si parfois je synthétise un petit peu et que j'utilise le terme QVT. Alors, Marine Boyer, lorsqu'on parle de qualité de vie au travail, est-ce que vous pourriez nous donner une définition plus précise, nous dire de quoi on parle exactement quand on s'intéresse à ces enjeux? Alors, la qualité de vie au travail, elle a été notamment définie par les partenaires sociaux dans le cadre d'une négociation d'un accord national interprofessionnel en 2013. Donc, aussi bien les représentants des salariés que les représentants des employeurs ont défini la qualité de vie au travail comme un sentiment de bien-être au travail, perçu collectivement et individuellement, qui englobe donc l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun. Ça, c'est intéressant que les partenaires sociaux se soient accordés sur cette notion-là, hein, de droit à l'erreur, une reconnaissance et enfin une valorisation du travail effectué. Donc ça, c'est une des premières définitions qui est proposée, elle est vraiment en lien avec le sentiment de bien-être. Une deuxième définition, elle est plus en lien avec les démarches de travail qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance de l'entreprise.
Enfin, ce qui nous permet de déterminer la qualité de vie au travail, on parle bien d'une perception. Là, hein, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est de l'ordre du ressenti et de la perception. En fait, c'est vraiment les conditions dans lesquelles les salariés exercent le travail et la capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu du travail qui détermine la perception qu'on peut avoir de sa qualité de vie au travail. Donc nous, pour ce baromètre qu'on a réalisé en 2013, on s'est vraiment basé sur cette définition des partenaires sociaux et on a investigué différents champs, le contenu du travail, les conditions de travail, tout ce qui était en lien avec l'organisation du travail, les relations de travail à travers les relations entre collègues, avec son encadrement également, et des aspects qui avaient trait au dialogue social. Alors, pourquoi s'intéresser à la qualité de vie au travail? Quels sont les différents déterminants pour un employeur, ou même pour des salariés, de s'intéresser à cette question? Alors, souvent, on s'intéresse à la qualité de vie au travail, parfois un peu en réaction, mais en fait, globalement, la qualité de vie au travail et s'intéresser au bien-être des salariés, c'est un enjeu fort en termes de politique de gestion des ressources humaines. Parfois, on peut s'y inscrire puisqu'on peut constater une dégradation du climat social, une augmentation de l'absentéisme ou du turnover, et donc essayer de mener des actions pour réduire, limiter cette dégradation du climat social, ou alors très en amont, justement pour prévenir, d'être dans un souci global de prévention de l'absentéisme ou des absences au travail, de climat social, de prévention de la dégradation du climat social. C'est aussi un fort enjeu en termes d'attraction et de fidélisation des salariés, puisque une entreprise qui insiste sur ces points favorise un sentiment de bien-être au travail et donc attire des compétences et fidélise celles qui sont déjà en poste. Dans les contextes de changement aussi, ça peut être important de vraiment être attentif à ces questions de qualité de vie au travail, puisque globalement, toutes les démarches de qualité de vie au travail visent à améliorer les conditions de travail, on l'a déjà dit dans la définition, et à renforcer la qualité du service rendu auprès des usagers, des bénéficiaires, et puis globalement donc l'efficience, la performance de la structure. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment s'est organisé le baromètre, pourquoi il a été mis en place, ce baromètre sur la qualité de vie au travail dans l'ESS, et plus précisément aujourd'hui dans le cadre des associations, puisque vous allez le dire tout à l'heure, l'articulation est grande pour les associations, et qui aussi a été impliqué dans la définition de ce baromètre. Alors, le baromètre, la Mutuelle Quorum l'a réalisé en 2013 pour, dans un premier temps, mesurer l'intérêt des acteurs de l'ESS sur la question de la qualité de vie au travail. C'est vraiment une première, ça ne s'était jamais fait. On n'avait jamais interrogé les salariés et les dirigeants. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce double regard dans le baromètre qu'on propose. On ne l'avait jamais fait, on n'avait jamais interrogé les gens sur leur qualité de vie au travail. Donc ça permettait de faire un état des lieux du vécu et de la perception des salariés et des dirigeants, mettre en place des actions, on n'en reste pas au constat, l'idée c'est quand même de pouvoir améliorer la qualité de vie au travail à travers des actions à partir d'un diagnostic. Comment on a procédé? Alors tout d'abord, on a constitué un comité de pilotage paritaire, donc avec les représentants des syndicats d'employeurs et les représentants des syndicats de salariés de l'économie sociale et solidaire. On a aussi élaboré ce questionnaire dans le cadre d'un comité scientifique auquel étaient associés les syndicats d'employeurs et les syndicats de salariés, mais aussi des experts plus largement comme l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un établissement sous tutelle du ministère du Travail qui a pour objectif d'améliorer les conditions de travail dans toutes les entreprises, pas uniquement celles de l'économie sociale. Donc on s'est vraiment basé sur à la fois ces experts et la connaissance des secteurs des représentants employeurs et salariés. Et puis on s'est surtout basé sur l'expertise d'un institut de sondage CSA en l'occurrence, pour réaliser l'enquête et passer ce sondage en ligne en courant octobre 2013. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'échantillon, les personnes interrogées, et en particulier si les associations qui sont notre public aujourd'hui ont répondu fortement ou pas à ce questionnaire? Oui, alors effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important d'apporter quelques précisions sur l'échantillon, puisqu'on a plus de 6 000 répondants, ce qui montre bien qu'il y avait un intérêt pour les salariés et les dirigeants de l'ESS à répondre à ce questionnaire. Les salariés ont majoritairement répondu, ils sont 90%. Les dirigeants, on entendait par dirigeants salariés et dirigeants élus bénévoles, ils ont répondu dans une moindre mesure, parce qu'ils étaient 10%.
Les répondants sont majoritairement des femmes, 43 ans en moyenne, et qui travaillent principalement dans des associations. Ce qui n'est pas très surprenant au regard de la démographie de l'économie sociale et solidaire et du poids des associations dans le paysage de l'économie sociale et solidaire. Donc, j'attire bien votre attention à ce stade sur le fait que les résultats, les analyses qu'on va vous proposer aujourd'hui sont des résultats globaux pour l'économie sociale et solidaire, mais au regard du nombre de répondants associatifs, qui sont 72% à avoir répondu, on est quand même en mesure d'affirmer que les résultats sont représentatifs du monde associatif. Finalement, la perception qu'ont les salariés et les dirigeants de leur qualité de vie au travail, quelques éléments sur la perception globale. On voit que dans l'économie sociale, la perception est de 6,3 sur 10. En fait, on demandait aux gens, aux répondants, de noter leur qualité de vie au travail sur une échelle de 1 à 10. Et la moyenne est donc de 6,3 sur 10, qui est supérieure de 0,2 points par rapport à la moyenne nationale de tous les salariés, tous secteurs confondus, qui avait été proposée par l'ANAC, qui était de 6,1 sur 10. Les dirigeants ont une perception un peu plus positive de la situation puisqu'ils notent leur qualité de vie au travail à 7,4 sur 10. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez classique. Et puis, globalement, dans l'ensemble des résultats, on voit bien que les dirigeants sont plus généreux en termes de notation et sont plus satisfaits sur tous les items qu'on a interrogés dans le cadre de ce baromètre. Il y a quelques différences d'appréciation quand même, en fonction notamment du statut juridique de la structure. On a une notation qui va de 5,9 pour les mutuelles à 7 sur 10 pour les coopératives. D'autres différences en fonction du statut, le statut cadre ou non cadre. Les cadres sont généralement plus généreux dans leur notation. Et puis des différences aussi selon la tranche d'âge, où là les jeunes sont généralement aussi plus positifs par rapport à leur qualité de vie au travail. Les 35 à 54 sont un petit peu plus en retrait, puisque là, c'est des âges où on cumule à la fois les prérogatives de la vie professionnelle et celles de la vie privée. Et généralement, on a plus de tension à concilier tout ça, et donc on apprécie un petit peu, et on est moins positif par rapport à sa qualité de vie au travail. Et puis, en fonction de la taille de l'établissement également, puisque dans les petites structures, la perception est meilleure. Alors, pour introduire la prochaine partie, on va vous mettre un petit peu à contribution en vous soumettant un sondage que nous allons lancer. Voilà, donc vous voyez normalement apparaître sur votre écran. Et la question est donc, pour vous, quels sont les 3 éléments qui contribuent le plus à la qualité de vie au travail? Un petit L s'est échappé. Donc, vous pouvez sélectionner 3 éléments parmi les 5 réponses qui vous sont proposées: l'ambiance, le contenu du travail, les possibilités d'expression, matériel adapté, relation avec le public. Voilà. Donc, nous ne pourrons pas voter, mais nous comptons sur votre contribution à ces votes. Vous pouvez voter à partir de maintenant. Voilà, il vous reste quelques petites secondes. Donc, par rapport aux réponses qui ont été faites par les participants, au niveau de l'ambiance, ça a été donné à 43%. Le contenu du travail, 29%. Les possibilités d'expression, 23%. Du matériel adapté, 3%. Et la relation avec le public, 2%. Alors Marine, par rapport aux réponses qui ont été données par les personnes qui ont participé qui ont répondu au questionnaire sur le baromètre, est-ce que des réponses qui ont été données aujourd'hui sont proches des réponses données au niveau du baromètre? Oui, alors globalement, effectivement, sont très proches. L'ambiance dans le petit sondage que l'on vient de faire arrive en première position.
Globalement, les répondants étaient également très satisfaits de l'ambiance au travail. En tout cas, dans les réponses que là on vous propose, au niveau des points forts, on a choisi quelques déterminants les plus significatifs, et uniquement pour les salariés, puisque là les dirigeants ne sont pas inclus dans les analyses. Mais globalement, ce sont quand même des points, il y a des points de pourquoi une convergence entre vos résultats aujourd'hui et les résultats du baromètre. Les points forts donc, pour le baromètre, il y avait le contenu du travail, les conditions de travail, l'ambiance de travail. Donc les répondants étaient satisfaits de ces items-là. Et les points forts qu'on vous propose, ça correspond en fait à une analyse statistique très poussée qui nous permet de dire que ces items-là, parmi les 100 questions qu'on avait posées, sont déterminants, sont constitutifs pour la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que les analyses statistiques permettent de dire ce qui compte vraiment, ce qui joue en termes de qualité de vie au travail pour les salariés de l'économie sociale et solidaire. Donc on a ces différents points, contenu, conditions de travail, ambiance de travail et possibilités d'expression. Et on a par contre des spécificités pour les cadres. Est-ce qu'on peut passer le... On a juste pour les cadres des éléments un peu différenciants, puisque l'autonomie qu'ils peuvent avoir à travers la liberté de faire évoluer les procédures et les entretiens individuels avec la hiérarchie sont des éléments de satisfaction qui sont largement partagés, puisque là on a énormément de répondants qui sont satisfaits sur ces points-là. Et on peut démontrer statistiquement que le fait d'être autonome dans son travail et d'avoir des entretiens individuels avec la hiérarchie pour les cadres est un déterminant de la qualité de vie au travail. Donc là, on est vraiment sur les points forts, les acquis à préserver, puisque ça concerne beaucoup de monde dans l'économie sociale et dans les associations, et que ça contribue hautement à la qualité de vie au travail. Alors, par rapport aux éléments qui pourraient être intéressants à analyser, est-ce qu'il y a d'autres variables liées au profil des répondants, comme le genre, par exemple, l'âge, et aussi la taille de la structure? Est-ce que ces différents aspects jouent dans ces différents éléments? En fait, le genre ne va pas jouer. Le fait d'être un homme ou une femme n'a pas d'incidence sur le plan statistique. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Par contre, on va avoir des différences, les aspects liés au profil des salariés ou à l'organisation du travail sont déterminants sur certains points par rapport au ressenti de la qualité de vie au travail. En effet, les salariés dont les horaires sont prévisibles à plus de 3 mois et les salariés des petites entreprises ont une meilleure appréciation de la qualité de vie au travail. On a d'autres différences, notamment entre les cadres et les non-cadres qui peuvent apparaître. Les non-cadres, avec une faible ancienneté et de moins de 35 ans ont une meilleure qualité de vie au travail, alors que pour les cadres, ce qui va être vraiment déterminant, c'est le fait d'encadrer une équipe. Ça va jouer statistiquement en termes de ressenti par rapport à la qualité de vie au travail. Très bien. Alors, nous allons passer à une première série de questions, si toutefois nous en avons. Est-ce que, Magali, vous avez une question qui a été posée par les participants? Oui, tout à fait. On a une question sur la différence entre la qualité de vie au travail et la qualité de l'emploi. Et la qualité de l'emploi. Oui. Alors, la qualité de l'emploi, il y a peu de différences. Globalement, on peut répondre comme ça, mais la qualité de l'emploi avait quand même été définie au niveau européen par une série d'indicateurs, les indicateurs de Laeken. Donc, il y a déjà une base qui permet de comparer les secteurs d'activité entre eux, notamment sur la question de qualité de l'emploi. Et dans ces indicateurs de Laeken, les indicateurs européens, il y avait la question aussi de la rémunération, de l'évolution professionnelle, de l'accès à la formation, et puis aussi les statuts d'emploi. C'est-à-dire que le fait d'être en CDD ou en CDI, d'avoir un temps partiel, etc., fait partie des indicateurs de la qualité de l'emploi.
Nous, sur la qualité de vie au travail, on englobe ces indicateurs-là, même si on a, nous, choisi, dans le cadre du baromètre, de ne pas traiter des questions de rémunération, par exemple. C'était un choix du comité de pilotage paritaire de ne pas forcément aborder ces questions-là. Les questions de formation également, d'accès à la formation professionnelle qui sont constitutives de la qualité de l'emploi et de la qualité de vie au travail, n'ont pas été abordées non plus par choix, parce qu'il fallait réduire le nombre de questions. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de... Merci. Non, nous avons une question. Alors, moi j'en avais peut-être une question complémentaire sur est-ce qu'il y a un lien à QSP entre les conditions d'emploi des répondants, à savoir leur contrat de travail, leur volume horaire de travail et la qualité de vie au travail. Est-ce que vous avez pu faire une conjonction entre les deux, madame Croiset? Oui, alors les résultats nous permettent de faire ces analyses croisées, effectivement. Comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir des horaires prévisibles à plus de 3 mois, par exemple, est un facteur déterminant qui contribue positivement à la qualité de vie au travail. On a pour certaines fonctions, notamment les fonctions d'accompagnement, on a pu affiner un petit peu l'analyse, les fonctions d'accompagnement du public, donc les personnes qui sont en lien direct avec les bénéficiaires, etc. On a pu constater que le fait d'être en CDD, par exemple, ou d'être à temps partiel, étonnamment, était aussi déterminant par rapport à la qualité de vie au travail. Donc on peut faire ces regroupements. Là, statistiquement, tout secteur confondu, ce ne sont pas des données qui ressortent globalement. Mais quand on va un peu après creuser par secteur d'activité, par branche professionnelle ou par fonction interrogée, fonction d'accompagnement du public par exemple, on peut avoir des éléments de réponse, on peut croiser davantage les items. Très bien. Alors avant de passer à notre deuxième sondage, je vais laisser la parole à Magali pour nous introduire les éléments d'enjeu par rapport à ce second sondage et ensuite vous pourrez vous préparer à répondre. Alors juste, c'est bien rappeler que c'est bien à partir d'un croisement entre les réponses apportées et la note de qualité de vie au travail donnée par les répondants que des facteurs déterminants, statistiquement le ressenti en matière de qualité de vie au travail, ont pu être identifiés. Donc effectivement, on vient de voir avec Marie les points forts, les points d'appui de la qualité de vie au travail, c'est-à-dire en fait les éléments qui sont déterminants en matière de qualité de vie au travail et qui sont présents, on va dire, et donc il faut maintenir. Qu'il faut faire, oui, qu'il faut maintenir. Et maintenant, on aimerait aborder avec vous, enfin, on vous propose en tous les cas de découvrir les éléments qui jouent toujours sur la qualité de vie au travail, mais qui sont peu ou très peu présents, c'est-à-dire dont une proportion moindre de répondants en bénéficient. Donc, sur lequel il faut progresser et agir. Donc justement, avant de voir ensemble ces points d'amélioration, ces leviers d'action, on vous propose un sondage similaire au précédent. Marion, si vous voulez reprendre du coup la main. Donc la question qui est posée, c'est par rapport aux éléments donnés par Magali, sur quel point progresser pour améliorer la qualité de vie au travail. Et pareil que pour le premier sondage, il s'agit de choisir 3 réponses entre le choix du matériel de travail, le soutien social, la charge de travail, la pénibilité physique et la conciliation vie professionnelle et vie privée. Et en fonction de vos réponses, nous croiserons avec les points d'amélioration qui ont pu être déterminés. Voilà, vous pouvez voter. Donc voilà les résultats que nous avons pu obtenir. Donc la charge de travail est largement en tête avec la conciliation de la vie professionnelle et privée est largement en tête avec 81%, très proche de la charge de travail. Ensuite, la question du soutien social à 46% et la pénibilité physique et le matériel de travail un petit peu en retrait.
Donc, Magali, est-ce que par rapport au point d'amélioration que vous avez pu déterminer en fonction des éléments de mesure dont vous nous avez parlé, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces déterminants de la qualité de vie au travail et sur le ressenti des salariés? Alors justement, l'analyse des données qui ont été recueillies dans notre baromètre sur la qualité de vie au travail a permis justement de rassembler des éléments qui ont un impact significatif sur la QVT, qui contribuent fortement en fait à la QVT ressentie, mais dont une minorité des salariés bénéficient. Et donc, ce sont, nous, ce que l'on a appelé des éléments qui constituent des pistes d'amélioration, des leviers d'action pour améliorer justement le ressenti de la qualité de vie au travail. Et donc, pour l'ensemble des salariés, donc salariés non cadres et salariés cadres, on a repris quelques axes les plus significatifs d'amélioration et voilà, vous les voyez apparaître. Donc, il y a effectivement ce qu'il y a autour de la confiance dans l'avenir professionnel au sein des établissements, au sein des structures. En fait, ce point renvoie aux difficultés vécues lors notamment de fusion, de restructuration ou lorsqu'il y a une réorganisation, une réorientation de services notamment, qui peuvent entraîner des pertes de repères du fait en l'occurrence de transformation des manières de faire son travail. Il y a également tout ce qui est autour du soutien, notamment du soutien de l'encadrement de proximité dans les situations difficiles. Donc là, cette question du soutien par son encadrement de proximité a un impact très important sur le ressenti de la qualité de vie au travail. Parce que ce qu'on a pu relever à travers les résultats donc, de ce baromètre, c'est que pour ceux qui ont répondu oui à la question « Recevez-vous un soutien satisfaisant de la part de votre manager ou de votre encadrant dans des situations difficiles ?» Eh bien, ces gens-là, ils ont noté donc la note de qualité de vie au travail à hauteur de 7,2 sur 10. Alors qu'à contrario, cette note, elle baisse à 4,6 sur 10 pour ceux qui disent justement ne pas avoir suffisamment de soutien de la part de leur encadrement en cas de difficulté de travail. Ensuite, il y a des points autour de la charge de travail et de l'organisation du travail. Donc ça, ce sont des points d'amélioration également, parce que les répondants estiment que leur travail est sous à une pression temporelle, à une quantité de travail souvent excessive ou lorsque leur travail est souvent interrompu par des imprévus. Enfin, un autre élément pour l'ensemble des salariés, là encore, un des points d'amélioration, c'est tout ce qui est autour de la participation, notamment au choix de matériel qui vont être utilisés. Donc là, ce sont aussi des aspects, aussi un aspect qui est particulièrement remonté, identifié à travers notre baromètre, cet aspect-là. Donc c'est l'objet d'un point d'amélioration pour l'ensemble des salariés. Alors en ce qui concerne la population cadre, outre les éléments d'organisation du travail et de charge de travail qui ont aussi un impact conséquent sur leur ressenti de la qualité de vie au travail, on a noté deux aspects qui constituent des axes prioritaires d'amélioration. C'est la connaissance des critères d'évaluation par leur encadrement et le fait également d'arriver à concilier les temps au travail et hors travail. Alors, on a fait, justement, concernant les cadres, un petit focus, on va dire, sur les questions, justement, de leur évaluation. Donc, on a posé deux questions autour de l'évaluation du travail aux salariés. Je sais ce que l'on attend de moi au travail et je sais précisément sur quoi mon travail est évalué par mon encadrement. Donc, ce sont deux questions qui ont été posées. Et ce que l'on voit apparaître, c'est qu'il y a une réelle différence de réponse entre les deux questions. C'est-à-dire qu'à 80%, les cadres répondent qu'ils savent ce qu'on attend d'eux au travail. Par contre, ils ne sont plus que 58% à savoir précisément ce sur quoi leur travail est évalué justement par leur propre encadrement. Donc là, on peut faire une hypothèse d'une lacune, on va dire, en matière de connaissance justement des critères d'évaluation. Alors, est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce qu'ils sont élaborés et discutés avec les salariés concernés? Ça sont des aspects effectivement qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller interroger dans les différentes structures. Alors, on sait que les acteurs associatifs, au-delà de ces questions de qualité de vie au travail, peuvent être amenés
par rapport à un certain nombre de contraintes physiques dans leur travail, des contraintes au niveau de la santé, on pense surtout au secteur des services à la personne, par exemple. Est-ce que c'est des aspects qui apparaissent quand on parle de qualité de vie au travail, ou alors est-ce que c'est des choses qui sont totalement différenciées dans les analyses qui en sont faites? Alors, étonnamment, non, ça n'apparaît pas comme déterminant de la qualité de vie au travail, ces aspects-là. Donc, on voulait justement attirer l'attention sur un aspect que met en exergue les résultats de ce baromètre, c'est le fait que la question de la santé au travail ne se résume pas au bien-être investigué justement dans ce baromètre. C'est-à-dire que le sentiment de bien-être au travail ne veut pas nécessairement dire être en bonne santé. Alors pourquoi je dis ça justement? Parce que plusieurs éléments qui ont été interrogés dans le baromètre, qui sont des facteurs de risque professionnel, comme les risques psychosociaux, comme les troubles musculo-squelettiques, n'ont pas été relevés dans ce baromètre comme des éléments impactant le travail le ressenti de la qualité de vie au travail. Ces facteurs avérés, pourtant de dégradation de l'état de santé des salariés, n'apparaissent pas directement comme déterminant le ressenti de la qualité de vie au travail. Et c'est effectivement notamment le cas pour les questions de pénibilité physique, tout ce qui est posture contraignante, les efforts dans le travail, ça n'apparaît pas comme déterminant. Pareil pour tout ce qui est autour des relations avec le public, avec les usagers, et les tensions que les salariés peuvent rencontrer dans cette relation-là, elles n'apparaissent pas non plus comme déterminant la qualité de vie au travail. Donc on a fait un petit focus sur justement ces questions de pénibilité physique. Donc ces efforts, ces pénibilités, elles sont liées au port de charge, aux manutentions, aux positions articulaires extrêmes, et elles sont bel et bien présentes dans le secteur associatif et plus largement dans l'économie sociale et solidaire, dans le secteur de la petite enfance, dans le secteur du handicap ou dans le secteur d'accueil des personnes âgées. Les salariés sont confrontés à des douleurs articulaires, à des postures pénibles du fait de leur activité de travail, notamment les salariés qui occupent une fonction d'accompagnement du public. Eux sont effectivement les plus concernés. Donc si on reprend d'ailleurs quelques éléments qui ont été interrogés dans le cadre du baromètre, on voit que 41% des salariés non cadres disent que leur travail implique des contraintes posturales. Près d'un tiers des salariés soulignent que leur travail demande un effort physique pour porter du matériel. Et pareil, près d'un tiers des salariés ressentent des douleurs articulaires. Donc ça, ce sont bien des éléments qu'on a identifiés à travers le baromètre. Et donc on a cherché à faire un travail de corrélation entre la note de qualité de vie au travail et ces douleurs articulaires, du fait de manutention, de manipulation, etc. Et ça nous a amené à souligner deux aspects. Le premier, c'est que plus le salarié présente des douleurs ou des gênes dans le travail, plus la note de qualité de vie au travail va baisser. C'est-à-dire que la note, elle est plus basse lorsque les douleurs apparaissent plus souvent que lorsqu'elles apparaissent de temps en temps, voire jamais. Donc c'est ce qui apparaît là sur l'écran. Il y a donc bien un écart entre la note de qualité de vie au travail attribuée lorsque ces douleurs sont régulières et lorsqu'elles n'apparaissent jamais. Pour autant, et c'est le deuxième aspect qui nous a semblé intéressant à relever, c'est que cet écart, justement, finalement reste très mince. Il n'y a que 1,3 points entre les deux notes. 5,3 pour ceux qui rencontrent souvent des manipulations, des manutentions, etc. 6,6 lorsqu'ils n'en rencontrent jamais. Donc, par rapport à ces éléments d'information, ce que cela signifie, c'est que les pénibilités physiques, les efforts physiques des salariés n'apparaissent pas comme des déterminants cruciaux, on va dire, de la qualité de vie au travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'atteinte à la santé des individus. Alors, comment on comprend ces réponses? On peut faire l'hypothèse que les salariés intériorisent en fait ces contraintes de leur activité de travail. Ils considéreraient en fait que les contraintes, les efforts physiques font partie intégrante de leur métier, un peu de la même manière que lorsqu'on dit ça fait partie des risques du métier. Les salariés vont complètement naturaliser ces pénibilités. Or, cette intériorisation des contraintes chez les salariés tend à rendre justement ces contraintes et les effets sur la santé complètement invisibles. Donc, ce qui est d'autant plus dangereux dans le cadre d'une politique plus large de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail et d'amélioration de la qualité de vie au travail.
Donc, c'est pour ça aussi qu'on a souhaité un peu alerter dans le cadre de ce webinaire en disant que la santé au travail, elle ne se résume pas au bien-être qui a été investigué dans le baromètre sur la qualité de vie au travail. Il faut nécessairement élargir les champs d'investigation et les méthodes d'investigation, notamment à travers l'analyse de l'activité de travail et évidemment l'organisation du travail pour élaborer des solutions qui soient les plus adaptées. Alors, dans cette première partie, on a vu sur la base des réponses des salariés et des dirigeants leur ressenti par rapport à cette question de la qualité de vie au travail. Vous venez d'expliquer, ensuite, vous avez pondéré ce ressenti en croisant un certain nombre d'éléments pour avoir une vision un peu plus fine de comment cette qualité de vie au travail pouvait être déterminée. Maintenant, dans cette partie, qui serait intéressant pour les petites et moyennes associations qui vous écoutent aujourd'hui, c'est de savoir comment ils peuvent agir pour améliorer la qualité de vie au travail, à la fois sur les éléments qui ont été soulignés, déterminés par les salariés, mais aussi, comme vous dites, sur des enjeux qui ne ressortent pas forcément directement, mais qui sont à prendre en compte pour que cette qualité de vie au travail puisse être garantie au sein des structures, quelle que soit leur taille. Alors, le travail que nous avons mené à travers le baromètre de qualité sur la qualité de vie au travail n'est pas une fin en soi, hein, comme tout questionnaire que l'on peut mettre en place dans une structure. C'est un outil qui va nous permettre justement d'identifier des leviers, des pistes, des orientations, des hypothèses. Ça va nous aider à soulever des questionnements, etc., qui vont nous permettre après, derrière, d'élaborer des pistes d'action. Et donc, à partir de ce que nous avons identifié en termes de déterminants de la qualité de vie au travail, et à partir également des travaux que nous menons au sein de Quorum via FIDES, on a pu élaborer des pistes d'action justement sur différents facteurs qui nous ont semblé déterminants en matière de qualité de vie au travail. Et donc, voilà, on a fait le choix d'en prendre certaines, évidemment pas toutes. On vous en propose quelques-unes. Évidemment, ce sont des exemples qui ne sont pas nécessairement à reproduire tels quels. Ces exemples, ils visent à donner un peu des idées d'orientation, à susciter des questionnements, à mobiliser sur certains sujets, sur certains aspects qui ne faisaient pas forcément justement l'objet d'interrogations. Donc, en termes de pistes d'action, on en a repris 4, donc là vous en avez 2 sous les yeux. Une des pistes d'action qui nous semble fondamentale, c'est le fait de développer les possibilités d'expression sur le travail, favoriser l'expression sur le travail. Parce que la capacité à s'exprimer et le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir sur son propre travail, sur l'organisation du travail sont des composantes importantes de la qualité de vie au travail, comme de la santé d'ailleurs. Donc cette notion, elle inclut la possibilité notamment de développer des coopérations au sein des collectifs, elle inclut le fait de s'exprimer sur des doutes, sur des craintes, sur des peurs que l'on peut rencontrer dans le cadre de son activité, pour trouver justement des soutiens, des solutions de la part du collectif. Elle inclut également la possibilité de faire évoluer des façons de faire le travail. Et donc, quelles sont les pistes d'action qui peuvent être envisagées? On a repris quelques-unes. Il y a le fait d'organiser notamment la participation des salariés à travers des groupes d'échange et d'analyse de pratiques ou des réunions des droits d'expression. Donc, c'est d'organiser en définitive la controverse professionnelle, de parler de ces pratiques, de ces difficultés qu'on peut rencontrer, de ces manières de faire et échanger sur le sujet pour essayer de trouver d'autres manières de faire qui conviendraient mieux par rapport à la situation. Bien sûr, autour de cette question, le fait de consulter les salariés sur les projets d'une structure, d'un établissement. Alors, quand je parle de projet, ça peut être effectivement le projet d'établissement. Ça peut être des choses autour des déménagements, mais également de l'achat d'un matériel. C'est aussi autour de l'encouragement de remonter des informations à travers le cahier du jour, des fiches d'incidents. Voilà, donc tous ces éléments-là peuvent favoriser l'expression sur le travail. Un deuxième axe également qui peut être travaillé, c'est tout ce qui est autour de la définition des missions et le fait d'encadrer le travail.
C'est-à-dire que réaliser un travail de qualité, ça nécessite un certain nombre de conditions, et notamment avoir un cadre de travail et des missions clairement définies, c'est-à-dire avoir une fiche de poste, par exemple, savoir ce qui est attendu au travail et connaître les critères sur lesquels on est évalué. Et ça, bien sûr, c'est le rôle de l'encadrement de proximité. Il a cette responsabilité de définir ce cadre et d'organiser le travail des équipes. Donc là, on a repris quelques pistes qui sont clarifier le rôle et les responsabilités de chacun, définir collectivement, par exemple, comment le travail se réalisera en cas de situation dégradée, favoriser l'autonomie, fixer des objectifs réalistes, énoncer des critères d'évaluation du travail et travailler justement avec les salariés concernés. Voilà pour les deux premières pistes d'action qui ont été élaborées avec et pour les structures associatives notamment et plus largement de l'économie sociale et solidaire avec lesquelles on travaille dans le cadre de nos études et de nos expérimentations. Deux autres pistes d'action également sont proposées, notamment autour de l'articulation des temps sociaux, donc la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. On a vu que c'était un élément qui était particulièrement déterminant. Donc comment concilier ces temps-là? Eh bien en associant les salariés plus largement à des réflexions sur notamment l'aménagement du temps et les modalités du temps de travail. Ça, ce sont des aspects qui ont été beaucoup travaillés par les structures associatives, notamment dans l'aide à domicile. Agir bien en amont sur la charge de travail. Alors comment? En redéfinissant régulièrement les missions, en tenant compte justement des évolutions liées à l'activité ou liées à la population qui est accueillie. Instaurer des règles de fonctionnement, notamment d'éviter les réunions trop tôt et trop tard pour justement pouvoir arriver à concilier les différents temps sociaux. Et puis une quatrième piste d'action qui est autour de pouvoir renforcer la capacité à se projeter dans l'avenir. Cette piste d'action, évidemment, renvoie à cette question des effets que peuvent avoir les fusions, les réorganisations, les restructurations, etc. Donc là, en termes de pistes concrètes d'amélioration, l'idée, c'est de communiquer le plus en amont possible sur les orientations, les projets. Voilà, c'est favoriser également tout ce qui est expérimentation, test, avant les changements, justement. C'est-à-dire que lorsqu'on va, par exemple, réorganiser un service, lorsque l'on va mettre en place un nouveau matériel, l'idée, c'est d'essayer de les tester et ensuite de faire des retours d'expérience un peu plus approfondis. Voilà, c'est de développer également tout ce qui est entretien professionnel et les compétences des salariés. Bon, voilà, ce sont quelques pistes d'action qui peuvent permettre d'améliorer plus largement la qualité de vie au travail au sein des structures associatives. En quelques mots, vous avez développé quelques outils auxquels on peut se référer. Tout à fait. Voir approfondir ces différents aspects et voir d'autres pistes d'action. Oui. Parce que là, c'est une présentation qui n'est pas forcément exhaustive, mais quelques idées sur... Voilà, ces différentes pistes d'action évoquées, elles proviennent d'un travail que nous avons mené et qui a donné lieu à ce qu'on a appelé des fiches repères, s'engager dans une démarche de qualité de vie au travail. Ce sont des fiches très synthétiques qui reprennent chaque sujet qui ont été évoqués et qui sont déterminantes en matière de qualité de vie au travail pour les répondants, donc pour les acteurs associatifs, et sur lesquels, pour chaque sujet, on a élaboré ces fameuses pistes d'action et des exemples très concrets d'initiatives qui ont été prises justement par les structures avec lesquelles on a pu travailler à travers les dispositifs que l'on met en place en matière d'accompagnement sur les questions de prévention plus large, donc prévention des risques professionnels. Donc, en parlant d'exemples plus concrets, on va maintenant laisser la parole à Laura Samu-Faragoni. On fera les questions à la fin de cette partie-là, qui est avec nous depuis Reims par téléphone et qui a participé, qui a candidaté dans un premier temps dans le cadre du prix pour l'emploi de qualité, qui est une initiative qui a connu sa première édition en 2015. Donc, le prix a été remis en mars 2015 et c'est un prix qui est porté par 4 partenaires pour cette année 2015. Nous espérons peut-être en avoir plus pour l'édition 2016. Donc,
la Mutuelle Forum qui participe aujourd'hui à ce webinaire, le FONGEF qui est un fonds d'appui aux structures de jeunesse et d'éducation populaire, l'UDEC qui est l'Union des employeurs de l'économie sociale et le mouvement associatif. On a co-organisé ce prix pour l'année 2015. L'objectif étant de valoriser des initiatives prises par des associations en matière de qualité d'emploi sur plusieurs enjeux qui ont été évoqués par Marie comme par Magali en termes de garantie de qualité de vie au travail, sur les questions de la participation, sur les questions d'équilibre vie privée, vie professionnelle, sur les questions des risques psychosociaux, par exemple. Donc on a souhaité, dans ce cadre-là, alors on ne peut pas donner la parole aux 4 structures qui ont bénéficié de ce prix, mais il nous a semblé intéressant que la mission locale de Reims prenne la parole pour nous faire part de cette expérience et pour croiser avec les enjeux qui ont été exposés de manière plus générale dans cette première partie. Donc Laura, j'ai envie de vous demander si vous pouviez déjà nous donner peut-être quelques éléments de réaction à chaud sur ce qui a été présenté dans la première partie et de nous expliquer comment cette démarche de qualité de vie au travail a été mise en place dans votre association et aussi sous quel angle vous avez pris les choses et pour faire face à quelle réalité vécue par votre structure à Reims. Bonjour, merci de nous avoir invités. Tout d'abord, effectivement, à la lecture du baromètre, on retrouve exactement les préoccupations qu'ont exprimées les salariés de la mission locale. Donc, on est tout à fait raccord, effectivement, avec ces éléments pointés en tant que contribuant à la qualité de vie au travail. Peut-être préciser donc la mission locale. Donc les missions locales sont des associations qui accueillons, accompagnons tous les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés dans leur démarche d'insertion socio-professionnelle. Donc par rapport à ça, on a un métier qui n'est pas physiquement éprouvant, donc on est peu concerné par les troubles musculo-squelettiques, etc., etc. Par contre, on subit les mêmes contraintes que le monde associatif dans son ensemble. C'est par rapport à ces contraintes, aux conditions de travail des salariés associatifs et des salariés de mission locale que la direction de la mission locale a souhaité s'engager fortement afin d'améliorer la qualité de vie au travail. Donc je vais partir peut-être de la définition de la qualité de vie au travail parce que je pense que inconsciemment ma direction ne connaissant pas forcément la définition, a exactement saisi toute la notion de qualité de vie au travail. Donc vous disiez effectivement que c'est une perception déterminée par les conditions dans lesquelles des salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer, à agir sur son contenu. Alors les conditions dans lesquelles des salariés de mission locale exercent leur travail, c'est des conditions finalement sur lesquelles les salariés ont très peu, ainsi que la direction, ont très peu de marge de manœuvre. Donc on a une charge de travail en augmentation constante. On reçoit depuis 2008 par exemple 50% de plus de jeunes chaque année. On a des financements qui sont contraints, des financements fléchés avec une nécessité de prescrire de multiples dispositifs, un environnement mouvant où les salariés doivent finalement s'adapter, ainsi que la direction de la mission locale doit s'adapter en permanence, des contraintes institutionnelles fortes et donc finalement de très faibles marges de manœuvre sur les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, avec en plus effectivement une réelle évolution des métiers. Les missions locales ont été créées il y a 35 ans, les conditions de l'insertion il y a 35 ans et aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes. Donc il y avait en plus une nécessité de ressouder finalement les équipes autour d'un projet associatif partagé, autour de valeurs partagées. Donc ces différents constats posés, la mission locale a souhaité travailler dans un sens en particulier qui est favoriser l'expression des salariés et favoriser l'expression des salariés dans différents cadres, enfin dans on va dire l'association des salariés dans le plus de cadres possible. Donc voilà, la démarche de la mission locale que nous avions présentée, c'est effectivement la mise en place de processus multiples de participation des salariés à la définition et à l'organisation du cadre de travail, convaincus qu'effectivement c'est la capacité des salariés à s'exprimer, à agir sur le contenu de leur travail qui peut améliorer effectivement la qualité ressentie de vie au travail.
La mission locale avait effectivement différents objectifs. Un objectif qui était vraiment très ciblé sur l'identification et la prévention des risques psychosociaux. Donc la mission locale est une structure de moins de 50 salariés, mais a souhaité mettre en place quand même un CHSCT à titre volontaire. Et c'est dans le cadre de ce CHS... Alors, le comité hygiène, sécurité et conditions de travail, donc obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, donc non obligatoire dans les structures de moins de 50 salariés, ce qui est le cas de la mission locale, est donc mis en place par la direction et la présidence de la mission locale depuis une dizaine d'années maintenant. Et c'est dans ce cadre-là, à la base, qu'était travaillée la question de la qualité de vie au travail. Et cette question-là a échappé au cadre de ce comité. Dans le cadre de ce comité hygiène, sécurité et conditions de travail, il a été identifié la nécessité de travailler beaucoup plus profondément sur l'identification et la prévention des risques psychosociaux en partant des expériences vécues par les salariés et donc de l'expression des salariés. Nous avons sollicité donc l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui nous a permis de bénéficier en fait d'une formation action qui a duré 6 mois. Ce groupe de travail santé au travail, c'est un groupe qui a réuni une dizaine de salariés de tous les services. L'objectif, c'était vraiment une représentativité de l'ensemble des services et donc des conditions de travail qui peuvent être différentes. L'objectif en fait de cette formation action et de ce groupe santé au travail, c'est de partir de situations problèmes vécues individuellement par les salariés et finalement d'objectiviser ces situations problèmes en identifiant finalement les causes et les conséquences, les causes qui sont généralement partagées par tous. Suite à cette analyse, de proposer effectivement différentes modalités d'action, pistes d'action. En l'occurrence, donc 9 pistes d'action ont été travaillées en 2014, proposées et travaillées, mises en place. Donc voilà, ce groupe de travail qui est toujours actif peut être saisi par n'importe quel salarié de façon anonyme qui souhaite travailler, faire part en tout cas d'une situation qu'il vit comme un réel problème, une réelle difficulté au travail et qui implique de la souffrance. Donc ça, c'est effectivement la partie très sérieuse sur les risques psychosociaux. Au-delà de ça, effectivement, il y avait une volonté générale de la structure de travailler à l'amélioration de l'organisation de travail, donc de la qualité de vie au travail, sachant effectivement que les marges de manœuvre et les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail sont assez contraintes. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir faire participer l'ensemble des salariés à la production finalement collective de cette qualité de vie au travail. Et c'est une démarche assez intéressante dans le sens où en plus elle permet de responsabiliser finalement les salariés. Il y a une enquête récemment sur la question des incivilités au travail où finalement on se rend compte que les gens ressentent au quotidien des incivilités que d'autres salariés ou des usagers font vivre et effectivement la participation de tous finalement à la production collective de cette qualité de vie au travail, ça responsabilise les gens ça leur permet finalement de prendre conscience aussi que l'attitude de certaines personnes peut être vécue finalement difficilement sans qu'il y ait de volonté de nuire de la part d'un salarié bien évidemment. Donc cette amélioration de la qualité de vie au travail, ça passe par la participation des salariés qui le souhaitent aux différentes instances mises en place au sein de la mission locale. Par exemple, fin 2014, début 2015, a été mis un groupe de travail sur la stratégie numérique de la mission locale. Donc là, on est dans une association réelle des salariés des différents services à une réflexion, à une prise de décision sur la stratégie numérique de la structure, donc qui aurait pu effectivement être réfléchie uniquement au niveau de la direction, et il y a une réelle volonté d'impliquer les gens finalement dans leur quotidien afin de favoriser la qualité de vie au travail. Au-delà de cette participation des salariés, la mission locale a mis en place, alors dans le cadre d'un label qualité qu'elle a obtenu il y a quelques années, un système qualité qui prend sa source dans des fiches de progrès. Chaque salarié peut faire remonter anonymement ou non une problématique, une piste de solution, une volonté de progrès. L'idée, c'est vraiment, ces fiches de progrès, c'est vraiment très très large et
on a chaque année plus d'une centaine de fiches de progrès remplies. C'est vraiment de pouvoir faire remonter tout dysfonctionnement qui peut ne pas être ressenti comme tel par la direction parce qu'elle n'est pas forcément en proximité directe. Donc voilà, voilà un peu la démarche qu'on a pu mettre en place, sachant qu'en parallèle de cette association des salariés, la mission locale est en plus engagée depuis des années sur l'association des usagers aussi à la définition de son projet associatif. Donc ça paraissait naturel d'associer les salariés au même titre que les usagers dans la définition d'un projet collectif. Très bien. Est-ce que je peux vous demander en 2-3 minutes, je sais que le temps passe et en fait Oui, je viens de voir l'heure. Des participants. Est-ce que vous pourriez nous dire quel bilan vous retirez de cette expérimentation qui doit continuer d'ailleurs, donc c'est plutôt un bilan. Tout à fait. Et aussi les limites que vous avez pu y rencontrer. Alors, au niveau du bilan, donc comme il s'affiche à l'écran, le bilan quantitatif, qui n'est pas anecdotique quand même, puisque effectivement 45% de l'effectif de la structure est mobilisé dans un groupe de travail interservice, un ou plusieurs groupes. Au-delà de ça, effectivement, chaque salarié finalement contribue à l'amélioration de la qualité de vie au travail. En moyenne, chaque salarié dépose 2,8 fiches de progrès par année, et ces fiches de progrès sont suivies en plus, donc il y a une nécessité de réponse de la direction également. Au niveau du bilan qualitatif, je pense qu'il y a eu vraiment, alors finalement c'est peut-être quelque chose qu'on voit moins dans le baromètre, on s'est rendu compte réellement de l'impact des conditions matérielles d'exercice de l'activité sur la qualité de vie au travail, et finalement de choses aussi qu'on considérait un peu triviales comme la gestion du parking pour les salariés ou la gestion de la réservation des salles ou de l'équipement, que ça pouvait effectivement être des petits cailloux qui, mis bout à bout, pouvaient quand même contribuer à l'impression pouvaient avoir les salariés d'une qualité de vie au travail un peu dégradée. D'autre part, effectivement, ça a permis aux différents services, aux différents personnels de mieux comprendre finalement les conditions de travail et aussi les contraintes de chacun, contraintes qui sont peut-être pas forcément lisibles dans l'activité quotidienne. Le fait de faire de l'interservice et d'amener finalement les gens à connaître le travail de l'autre, ça a amené vraiment un plus grand respect aussi, une plus grande compréhension des contraintes de chacun et du fait que quand un salarié ne répond pas à la demande d'un autre salarié, ce n'est pas forcément une volonté de sa part, mais qu'il est aussi dans un système qui l'empêche d'eux à un moment. Et également une responsabilisation de l'ensemble des salariés qui savent qu'ils contribuent activement à l'amélioration de leur environnement professionnel et que leur environnement professionnel et leur qualité de vie au travail ne dépend pas uniquement d'une présidence ou d'une direction, mais bien de l'ensemble des salariés. Donc ça, on trouve qu'effectivement, c'est quelque chose de très valorisant finalement pour tous. À notre petite échelle, on contribue tous à l'amélioration de la qualité de vie au travail. En termes de limites, sur la prévention des risques psychosociaux, on a une limite claire, c'est qu'on a identifié finalement les situations peut-être les plus visibles, les moins problématiques. Donc reste aussi finalement la question de comment traiter les choses, peut-être les situations plus conflictuelles, plus larvées. Voilà. Et également effectivement comment animer ces démarches dans la durée, parce que mine de rien c'est une implication forte aussi de la structure, des salariés, sur un temps de travail qui est déjà contraint par de multiples choses. Donc voilà, donc on a la direction est persuadée de l'intérêt de passer du temps et de perdre du temps finalement, de prendre le temps d'échanger tous ensemble pour améliorer au final la qualité de vie au travail. Mais c'est vrai qu'au vu de toutes les contraintes que connaît le monde associatif, se pose vraiment la question de comment réussir à animer ces démarches dans la durée. Très bien, je vous remercie beaucoup pour ces éléments, sachant qu'il est prévu début 2016 de produire un ensemble de fiches pratiques sur la base des différentes expériences qui ont pu être soumises dans le cadre du prix pour l'emploi de qualité 2015. Et nous tâcherons aussi de mettre le lien avec les outils qui ont été utilisés. Vous parlez des fiches progrès, par exemple, qui sont des remontées d'orientation des salariés par rapport à une problématique qu'ils identifient dans le cadre de leur travail au quotidien, et les fiches actions pour permettre aux uns et aux autres d'en prendre connaissance. Et on voit bien dans ce que vous dites que c'est bien une meilleure connaissance des problématiques
vécu par les uns et les autres une meilleure participation à une qualité de vie de travail collectif qui a permis d'améliorer les choses tout en sachant qu'il y a un certain nombre de contraintes extérieures qui ont été mises en place, auxquelles vous devez faire face depuis un certain temps. Je vais peut-être vous demander en un mot de me demander sur une problématique que vous avez pu vivre, un exemple de fiche progrès en fait, qui ont pu être montées par un salarié, et éventuellement la fiche action qui pourrait venir en face. Voilà. Alors, un exemple concret de fiche progrès, de difficultés non identifiées, non pointées peut-être par la direction, c'est des difficultés liées aux outils bureautiques. Parce que finalement, moi je suis un peu trop jeune pour avoir connu cette période-là, mais on a un jour ramené des ordinateurs et on a expliqué aux gens qu'il allait falloir s'en servir et qu'il y avait un logiciel, qu'on avait des logiciels à remplir, des choses comme ça. Les gens ont été formés à l'utilisation en tant que telle du logiciel, mais finalement, il y a des bases que certaines personnes n'ont pas et on s'est rendu compte que c'était un vrai frein pour certaines personnes et que ça posait des problématiques matérielles réellement dans le travail de tous les jours. Et ça a été c'était pas identifié forcément à la base, donc ça a été une remontée il y a quelques temps et on a décidé suite à ça pour continuer sur la lancée d'associations et de participation des salariés, on a décidé de mettre en place des groupes de formation entre pairs. On n'a pas tous le même niveau dans la structure et donc les personnes qui ont le sentiment d'être en difficulté peuvent directement aller se faire former auprès de leurs collègues qui ont été identifiés comme étant plutôt aptes effectivement à former les gens. Donc ça peut être une formation d'une demi-heure sur un point bien précis, mais on est vraiment dans la formation entre pairs et donc dans l'idée finalement que tous ensemble on peut se tirer mutuellement vers le haut et s'aider aussi. Donc là c'est je pense une réalisation concrète autour de la participation encore une fois des salariés. Très bien, merci pour cet exemple très clair qui montre aussi que la formation, c'est un autre sujet, mais n'est pas forcément toujours un enjeu externe, mais qu'il peut y avoir aussi des collaborations au sein de structures pour pouvoir améliorer ses compétences et ses connaissances sur certains aspects. Alors, on a beaucoup de questions, on va prendre encore quelques minutes. Je vous demanderai, si vous le souhaitez, de rester un petit peu avec nous, puisqu'on vient de dépasser l'horaire officiel, mais pour pouvoir répondre à quelques questions. Et ensuite, nous tâcherons de vous faire un retour par écrit que nous pourrons vous diffuser dans l'espace ressources du site des Mardis de l'emploi associatif. Donc, dans un premier temps, je vais demander à Magali, sur la question de la qualité de vie au travail, il y a un critère qui n'est pas forcément ressorti, c'est la reconnaissance du travail réalisé. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui quand même est apparu, cette question de reconnaissance, et j'y ajouterai la question d'utilité aussi, la reconnaissance d'utilité, qui sont des critères plutôt subjectifs. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu ressentir ou identifier à un moment ou à un autre? Alors, à travers les résultats du baromètre, effectivement, la reconnaissance du travail n'a pas été identifiée comme quelque chose en matière de qualité de vie au travail. Ça peut paraître étonnant parce que c'est pourtant un facteur très important en matière de santé au travail, notamment, c'est reconnaissance symbolique du travail et valorisation également du travail bien fait. Ça fait malgré tout partie effectivement de l'amélioration et du bien-être au travail. Mais le baromètre en tant que tel que nous avons mené n'a pas identifié cet élément, ce facteur-là comme un déterminant à la qualité de vie au travail. D'autres aspects ont été soulevés, on en a rappelé les plus significatifs, les plus signifiants. Celui-là n'est pas celui qui est apparu de manière probante. Il peut revenir éventuellement dans ce que vous disiez tout à l'heure sur la question du soutien managérial dans les situations difficiles qui peut croiser après, évidemment, une certaine mesure, mais ça dépend de l'angle qu'on peut prendre par rapport à... C'est ça, ça dépend de la question qui est posée en tant que telle. Vous avez tout à fait raison, lorsque on parle
besoin du soutien, de l'encadrement, notamment dans des situations difficiles, on est là dans l'ordre de la reconnaissance, effectivement, de son activité, des difficultés qu'on peut rencontrer, et donc de la reconnaissance du travail, effectivement. Question sur un terme qui n'a pas été compris forcément dans la présentation, c'est ce qu'on entend précisément par soutien social. Oui, alors soutien social, c'est le soutien que l'on peut déjà avoir de manière verticale, c'est-à-dire par son encadrement, et horizontale, c'est-à-dire par ses pairs, par ses collègues. Donc il y a les deux formes de soutien qui sont en jeu en matière de qualité de vie au travail et de santé au travail. Et donc ce soutien social, ça renvoie à la fois au soutien émotionnel de la part des pairs et de l'encadrement, au soutien dans les difficultés qu'on peut rencontrer dans le travail. Donc ça veut dire on écoute son collègue, on essaye de comprendre les difficultés qu'il traverse, essayer de trouver des solutions, des manières de faire qui ferait qu'il arriverait à répondre à la situation qu'il rencontrerait et dans laquelle il serait en difficulté. Il y a le soutien technique, bien sûr, il y a le soutien matériel, c'est tous ces aspects-là que l'on englobe dans ce que l'on appelle le soutien social. D'accord, et donc Laura tout à l'heure nous en a donné un exemple en voyant la collaboration qui s'était faite sur le cas de la mise à niveau informatique des collègues. Ça peut être un exemple, j'imagine, de soutien social sur ces aspects-là. C'est un exemple. À travers d'un soutien technique. Oui. Bon, là, ça a été porté du coup par la structure, puisque ça a été identifié en amont à travers donc, les fiches progrès, les remontées des salariés, et une action a été organisée, structurée et pilotée par l'association. Donc, oui. C'est un soutien qui a été organisé. Lorsqu'on parle d'un soutien social, c'est pas forcément organisé au sens de la structure, va formaliser des temps, etc. Quand on parle de soutien social, c'est aussi des formes de régulation collective qu'il peut y avoir. Alors, je suis d'accord qu'il vaut effectivement mieux que ce soit quand même, à un moment donné, organisé, formalisé, notamment à travers les réunions d'analyse de pratique, la controverse professionnelle que j'évoquais tout à l'heure, fait partie effectivement de ces outils. Alors, on va prendre une dernière question pour pouvoir conclure dans les 10 minutes bonus que nous nous sommes accordés. Une question qui touche peut-être plus particulièrement les associations parmi les structures de l'ESS. C'est la différence de qualité de vie au travail qu'il peut y avoir selon l'implication d'un CA bénévole, donc d'un conseil d'administration bénévole. Est-ce qu'il y a eu une analyse qui a pu être faite de ça en fonction du niveau d'implication d'un conseil d'administration qui par définition est bénévole, puisqu'il est élu, mais est-ce que ces choses-là influent? Est-ce que ça a été analysé ou pas? Alors, en tant que tel, dans le baromètre qualité de vie au travail, en première édition, cet aspect-là, il n'y avait pas de question précise sur votre CA s'implique-t-il et quelle perception vous avez par rapport à l'implication sociale. Donc, ça n'a pas du tout été investigué. Par contre, on a posé la question aux salariés, est-ce que vous participez à votre projet associatif? Donc il y a un certain nombre de salariés qui connaissent le projet associatif et qui participent au projet associatif, et on voyait bien par contre que leur qualité de vie, leur note qualité de vie au travail était meilleure quand ils étaient associés au projet associatif. Donc voilà juste l'implication, le lien qu'on peut avoir entre l'organe, l'instance politique, le projet associatif et la qualité de vie au travail des salariés. Mais on n'a pas posé de questions telles que vous l'avez souligné là, Marie. Très bien. Alors, pour conclure ce webinaire, on est absolument désolé pour les questions qui ont été nombreuses. On va tâcher de correspondre et d'y répondre au mieux. On va vous communiquer un certain nombre de ressources qui vont vous permettre d'aller plus loin. Donc, il y a la fiche synthétique du baromètre de la qualité de vie au travail, mais aussi le document plus global si vous voulez vous plonger dans ces croisements qui ont été donnés tout à l'heure entre la note de qualité de vie au travail et le ressenti des salariés. C'est des choses qui sont consultables et qui sont visualisables dans le cadre de ce rapport plus complet. Les fiches outils dont nous avons parlé tout à l'heure.
l'édition du jury d'association qui a été éditée avant l'été sur la question du prix pour l'emploi de qualité. Et nous allons aussi produire l'ensemble des fiches des lauréats du prix pour l'emploi de qualité 2016, sachant que nous prévoyons d'organiser une nouvelle édition de ce prix pour l'emploi de qualité durant l'année 2016 avec un lancement et une diffusion autour du mois de mars et du mois d'avril. On vous transmettra l'ensemble des informations pour pouvoir vous y préparer. Parallèlement, comme je l'ai dit, un recueil de pratiques et d'outils sur les éléments qui ont été, sur les candidatures qui ont été fournies pour l'année 2015 va être publié début 2016, donc on vous le transmettra. Voilà, il y a d'autres éléments comme des ressources au niveau de l'ANAC, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Voilà, il faut que je m'améliore sur les acronymes. En plus, je vais embêter mes collègues en leur disant qu'il fallait bien qu'elles le déroulent. On n'est jamais aussi bien servi par soi-même. Donc, je tiens à remercier les intervenants pour leur mobilisation par rapport à la préparation de ce webinaire. Je tiens à remercier aussi la mission locale de Reims de bien avoir voulu faire ces essais techniques avec nous hier qui ont bien marché. Par contre, je tiens à m'excuser parce qu'a priori, pour les sondages, il y a un petit problème technique. On vous demandait de faire 3 réponses et a priori, on vous a bridé sur une seule. Mais en tout cas, je pense que les résultats ont été à peu près fiables par rapport aux orientations que vous vouliez donner. Je tiens à dire aussi en dernier lieu que c'est le dernier webinaire du cycle organisé par le collectif des petites et moyennes associations, donc le collectif PMAE qu'on vous a présenté au départ. Donc on va faire le bilan de ce cycle de webinaire et on va tâcher de mettre en place un plan d'action qui sera adapté à vos attentes pour l'année 2016 et on vous tiendra au courant dès le début de l'année prochaine des éléments qui sont prévus. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.